Bonsoir et bienvenue dans ce Demande à Cédric du 14 janvier 2019. Je ne sais pas pour vous, mais aujourd'hui je me crois mardi, donc ça va être très étrange cette semaine. J'espère que vous allez bien, bienvenue à toutes et tous. Nous allons comme d'habitude commencer par un petit truc et astuce dans ces DAC. Ça va devenir en tout cas, j'espère, la coutume. Donc le truc me vient d'une question d'une personne qui m'a demandé, de Robert je crois me souvenir, qui me demandait comment faire pour enregistrer les mails de Gmail. Alors, il y a plusieurs possibilités pour ça, même si Gmail ne le prévoit pas. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Gmail, et puis on va voir ça un petit peu. Alors, la particularité de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que vous allez avoir la possibilité d'enregistrer les liens qui se trouvent dans les mails. Alors, je ne sais pas si on va trouver des choses avec des liens. On va regarder un petit peu, j'imagine que dans YouTube, doit y avoir des liens. Voilà, ici, il y a des liens, il y a des liens. Donc, comment est-ce qu'on fait pour enregistrer ces mails Gmail? Donc, Gmail n'a rien prévu pour faire ça. Vous ne pouvez pas, comme sur un logiciel de messagerie, comme par exemple Thunderbird, vous ne pouvez pas enregistrer un mail. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, ce que vous pouvez faire, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est si vous n'avez pas besoin des liens. Alors, si vous n'avez pas besoin des liens, le mieux, selon moi, c'est de cliquer sur les trois petits points, une fois que vous avez ouvert votre mail, cliquez sur les trois petits points qui se trouvent ici, et ensuite choisir imprimer. Une fois que vous avez choisi imprimer, vous allez avoir donc la fenêtre de dialogue d'impression qui se trouve ici, et vous allez avoir la possibilité de choisir différentes choses. Donc ça dépend de votre navigateur. Ici on est sur Microsoft Edge, mais je trouve que c'est mieux sur Google Chrome. Après chacun fera comme il a envie. Là je ne sais pas pourquoi l'image a disparu, mais en tout cas elle n'est plus là, alors que sur Google Chrome elle serait restée. Et ensuite, eh bien, une fois que vous avez choisi cette impression, vous allez avoir la possibilité de choisir ici le type d'imprimante que vous souhaitez. Donc ici, on est sur Edge, il y a cette fenêtre qui apparaît. Si vous êtes sur Google Chrome, vous aurez une fenêtre un petit peu différente, mais l'idée, c'est de choisir votre imprimante. Là, votre imprimante, c'est peut-être celle que vous avez installée par défaut, c'est-à-dire l'imprimante que vous avez achetée, qui peut être une imprimante jet d'encre, une imprimante laser, etc. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est sélectionner l'imprimante, c'est-à-dire prendre Microsoft Print to PDF. Donc, vous cliquez ici, vous allez avoir les différentes imprimantes que vous avez d'installer sur votre ordinateur, et vous allez choisir ici Microsoft Print to PDF. Une fois que vous avez réalisé ça, vous pouvez regarder les différentes options qui arrivent ici. Là, il y a marqué en tête et pied de page désactivé. Vous pouvez également avoir d'autres paramètres. Vous pourrez regarder un petit peu les différentes choses. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez choisir ici imprimer. Et là, il va vous imprimer ce que vous avez à l'écran dans un fichier. Donc on va appeler ça test. Et là, il va le mettre au format PDF. Donc ça, c'est une première solution. On va regarder à quoi ça ressemble. Je vais réduire les différentes choses de mon écran pour pouvoir faire apparaître le test qui arrive ici. Voilà, c'est fait. Donc une fois que vous allez avoir ça, si je double-clique dessus, on va voir à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à peu près à ça, c'est-à-dire eh bien, le mail. Alors là, l'inconvénient, comme vous pouvez voir, c'est qu'on a perdu les liens. C'est-à-dire que ici, ce qui était avant des liens, ce n'est plus des liens. Et puis là, vous voyez, l'image a disparu. Donc ça peut être une première solution pour enregistrer votre mail. C'est-à-dire que vous allez choisir de l'imprimer et vous allez l'imprimer dans un PDF. Là, comme je vous l'expliquais, ce n'est pas idéal parce que vous avez perdu les liens qui se trouvaient dans le mail. Donc ça, cette première possibilité-là, elle dépend... Pourquoi mon ordinateur est très lent? Ça va m'ennuyer. Donc cette première possibilité-là n'est pas forcément idéale puisque, eh bien, certes, vous allez pouvoir enregistrer le mail, mais vous avez vu, on n'a même pas eu l'image. Enfin, ça dépend aussi. Hein. Si vous êtes sur Google Chrome, je pense que vous aurez l'image. Mais voilà, on n'a pas eu les liens en tout cas. La deuxième solution, ça va consister à...
ça va consister à quoi la deuxième solution? Ah oui, la deuxième solution, ça va consister à faire un copier-coller dans Word ou dans OpenOffice. C'est-à-dire que là, eh bien, j'ai mon mail, et si je le sélectionne, je pense que je peux sélectionner les choses ici. Une fois que j'ai sélectionné les choses, je peux faire un clic droit, je peux choisir copier. Ensuite, je vais ouvrir donc un logiciel de traitement de texte, donc ça peut être Word, ça peut être OpenOffice, ça peut être tout ça. Et là, eh bien, je vais coller. Donc je fais un clic droit, je choisis coller, et là, normalement, eh bien, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être respectées. Enfin, ça, c'est la théorie. Parce que là, j'ai l'impression que le coller n'a pas été magnifique. Alors, je ne sais pas pour quelle raison ça ne fonctionne pas très bien. Est-ce que le copier-coller depuis Microsoft Edge ne fonctionne pas bien? Là, on va pouvoir penser que c'est ça. Clic droit, coller. Alors que tout fonctionne bien quand je le fais sur Google. Je vais essayer de vous montrer. Je vais lancer un mail de Gmail. Et là, on va voir que ça fonctionne bien. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec Edge. Ça n'est pas très grave. Je suis en train de chercher un mail que je pourrais copier-coller. Je ne suis pas sûr d'en avoir. Je vais ouvrir une autre boîte mail. Ça va prendre quelques instants. Donc ça, c'est la deuxième solution qui va vous permettre, comme ceci, eh bien, d'avoir, si je puis dire, les mails avec les liens. Donc ça, c'est pas forcément non plus très intéressant, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir ça. Donc là, je vais copier, voilà. Donc je copie, j'ai copié quelque chose, je colle, et là, vous voyez, j'ai collé, et si je le souhaite, j'ai la possibilité de cliquer sur les liens qui se trouvent ici, en appuyant sur la touche CTRL de mon clavier, et en faisant un clic qui se trouve là. Donc là, j'ai bien conservé eh bien, les différentes choses qui étaient ici, et qui vont vous permettre, comme cela, eh bien, de pouvoir garder les clics. Et à partir de là, vous enregistrez votre document. Donc ça, alors, me voilà de retour. Je ne sais pas combien de temps depuis combien de temps j'ai été coupé. Je ne sais pas comment ça va se passer sur la retransmission. C'est formidable. Donc, ce que je vous disais par rapport... J'en étais où? J'en étais à l'étape Thunderbird. Je ne sais pas où est-ce que vous avez perdu le live. Bon, et j'essaierai de bricoler pour que je puisse remettre le direct. Donc, ce que je disais, là... troisième possibilité, c'est donc d'utiliser un logiciel qui s'appelle Mozilla Thunderbird. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais ça se trouve. J'ai une explication pour ce logiciel. Je vais essayer d'arriver. On va y arriver. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que sur le site formation informatique avec Cédric.fr, lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez vous rendre sur la rubrique formation. Je regarde si tout est toujours en cours. Et à partir de là, vous allez pouvoir sélectionner « J'envoie des mails comme un pro ». Vous cliquez sur la jaquette et là, vous allez arriver directement sur la formation. Et vous pouvez descendre tout en bas et je vous explique comment télécharger, installer et configurer Thunderbird. Donc Thunderbird, c'est un logiciel qui va s'installer sur votre ordinateur. À partir de là, eh bien, je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas ce que c'est que tout ça, mais c'est pas grave. On va prendre ce mail qui se trouve ici. Et donc là, vous voyez, on a un certain nombre de liens qui sont disponibles dans le mail. Et une fois que vous avez installé le logiciel Thunderbird, c'est pas forcément quelque chose que je vous recommande parce que il y a un certain nombre de manipulations à bien faire pour pas faire d'erreur. Mais en tout cas, voilà, si vous suivez la vidéo, normalement, ça devrait être bon. Et une fois que vous avez Thunderbird, si vraiment vous avez envie de sauvegarder vos messages, eh bien là, par exemple, comme si c'était un de mes messages, je vais avoir la possibilité de choisir fichier, je vais avoir la possibilité de choisir enregistrer les messages sélectionnés, je vais choisir format EML, et à partir du moment où j'ai choisi le format EML, je vais pouvoir l'enregistrer sur le bureau, je vais sélectionner le dossier, et normalement ça doit arriver, j'espère que ça va bien se passer encore une fois, oui, c'est bon. Donc le fichier est arrivé donc sur mon bureau, je pense que vous devez le voir actuellement, et eh bien ce fichier, dès lors où je vais double-cliquer dessus, il va me poser la question avec quel logiciel je veux l'ouvrir, enfin normalement, non là il me l'a ouvert directement avec courrier, c'est n'importe quoi. Donc je vais faire un clic droit sur ce fichier, je vais choisir propriété, s'ouvre avec, je vais choisir modifier.
Et ensuite, je vais choisir ici Thunderbird, je vais cliquer sur OK. Et je vais cliquer sur OK, je vais redouble-cliquer sur mon mail, et là, eh bien, il va m'ouvrir le visualiseur de Thunderbird, et j'aurai conservé mes liens. Donc ça, c'est la possibilité, si vous souhaitez enregistrer des messages bien, de votre messagerie vers vos documents, par exemple, c'est la question qui m'avait été posée par Robert. Et bien comme ça, vous aurez conservé vos messages. Donc, tout ce que je vous ai indiqué là, ça dépend du nombre de messages que vous souhaitez sauvegarder. Si vous en avez quelques-unes, vous pouvez faire la technique du copier-coller de votre navigateur vers un document Word. Si toutefois vous en avez beaucoup et vous souhaitez le faire souvent, eh bien vous pouvez utiliser ce logiciel Thunderbird, qui est un bon logiciel de messagerie pour gérer vos messages. Mais faites bien attention de suivre les manipulations de la vidéo que je vous indique, parce que quand on installe ce type de logiciel, on peut faire quelques impairs. Donc suivez bien les manipulations de cette vidéo. Voilà, dans les grandes lignes, c'est à peu près les techniques que je peux vous proposer pour pouvoir enregistrer les mails dans vos dossiers documents, donc pour faire des sauvegardes. Après, évidemment, dans la formation sur le pilier numéro 3, qui se trouve ici sur les sauvegardes, je vous ai expliqué comment faire pour sauvegarder l'intégralité de votre Gmail. Je ne sais plus à quel... sauvegarder ces mails de Gmail, c'est ici, partie 1, partie 2. Là, on est sur l'intégralité des mails, hein. On ne parle pas de mails spécifiques. Donc, il faudra que vous puissiez choisir la technique qui vous correspond le mieux en fonction de ce que vous souhaitez faire. Voilà, j'espère avoir répondu à Robert. Nous allons pouvoir démarrer ce DAC. J'espère que vous avez repris le train en marche, parce que nous avons eu une petite coupure. Je ne sais pas comment ça se matérialisera pendant la retransmission, mais en tout cas voilà. Donc sachez que je vais commencer à répondre à vos questions, mais je ne peux pas répondre à toutes les questions, et si vous avez des questions individuelles, eh bien sachez que l'aide individuelle personnalisée se trouve dans la rubrique d'aide. Vous avez ici dépannage informatique, vous pourrez trouver ça à cet endroit, et si vous avez besoin d'une aide individuelle personnalisée, c'est là que vous devez aller. Vous pourrez, eh bien Jérémy et Guillaume pourront s'occuper de vos questions individuelles. Donc je vous mets le lien dans le chat, j'espère que ça va apparaître, je ne sais pas si c'est le bon chat, je n'en sais rien. Oui, apparemment, ça a l'air d'être bon. Donc, eh bien, comme ceci, on va pouvoir démarrer. Alors, bonjour à toutes et tous, aux personnes que je n'ai pas encore saluées. Bonjour Sacha, bonjour Louis-Paul. Alors, bonjour Jean-Marc, bienvenue parmi nous. Bonjour Khalida, bienvenue parmi nous. Amina, bonsoir et bienvenue. Alors, Will, quand change-t-on la pâte thermique? Will, quand est-ce qu'on dit bonjour? Je vous invite, avant de poser votre question, à ne pas hésiter à dire bonjour aux personnes qui sont présentes, parce que ça fait toujours plaisir. On va pas rentrer dans une boulangerie et demander une baguette et partir comme un... Voilà, donc on dit bonjour, ça mange pas de pain, ça coûte pas cher, ça prend 5 caractères ou 6, et puis comme ça c'est nickel. Alors, quand change-t-on la pâte thermique? Alors, la pâte thermique, en théorie, on la change pas. Enfin, il faudrait la changer idéalement, mais il faut surveiller ses températures. Donc, vous avez un logiciel qui s'appelle Spicy, qui vous permet de surveiller les températures de votre ordinateur. Donc, si ça fait très longtemps que vous avez votre ordinateur, que vous n'avez pas changé votre pâte thermique, effectivement, ce serait une bonne chose à faire. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que de la pâte thermique, c'est une pâte qui s'installe entre le processeur et le radiateur, qui permet d'assurer une meilleure conduction, une meilleure dissipation de la chaleur, et d'assurer comme ceci, un meilleur refroidissement. On est censé gagner quelques degrés, donc c'est important d'avoir une pâte thermique à la fois efficace et à la fois qui soit encore présente. Donc il n'y a pas vraiment de règle pour le changement de sa pâte thermique. Je dirais que quand vous avez l'opportunité de le faire, je sais pas, c'est difficile de dire, tous les 2 ans, tous les ans, ça dépend, tout dépend de ce qui a été fait initialement.
En général, c'est pas fait pour être changé, mais si vous avez l'opportunité de le faire, eh bien rien n'empêche de le faire. Donc pour changer sa patte thermique, il faut enlever son ventilateur radiateur, mettre cette petite patte qui se trouve ici, et puis refermer pour réassurer à nouveau le contact. Faites attention de ne pas en mettre trop, faites attention de ne pas en mettre assez. Vous trouverez certainement sur YouTube des différents tutoriels qui vous expliqueront comment faire et surtout la quantité à mettre. Donc, c'est difficile de répondre à la question. Surveillez vos températures depuis le logiciel SPICY qui vous permet de voir si tout va bien. SPICY, S-P-E-C-Y, qui est donc fait par les mêmes éditeurs que font CCleaner. Je vous mets le lien également dans le chat, ce qui vous permettra de tester. Et comme ceci, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble parce que j'avais fait des captures d'écran. Je peux plus trop le lancer malheureusement quand je suis pendant les directs parce que ça accède à mes disques durs et ça a tendance à tout faire planter. Donc là à l'écran, vous voyez le premier onglet qui s'appelle résumé une fois que vous avez installé SPICY. Et là, vous voyez les différentes températures de votre ordinateur. Donc, vous surveillez la température de votre processeur. Donc là, il était à 35 degrés, tout va bien. Évidemment, ces températures fluctuent en fonction de la période de l'année et de la façon dont c'est chauffé chez vous. Donc, voilà. Tant que vous êtes dans les normes, tout va bien. Et si vous voyez que ça chauffe un peu et que vous voyez que tous vos ventilateurs tournent, éventuellement, vous pourrez changer votre patte thermique, mais c'est pas non plus ce qui change la vie. Ça, vous gagnez quelques degrés, et c'est bien de l'avoir, faire attention qu'elle soit encore présente, mais sinon, normalement, peu de gens s'en préoccupent, mais c'est vrai que c'est bien de temps en temps de le faire. Bonsoir Morissette, bienvenue parmi nous. Bonsoir Abdoul, bienvenue. Keltoum également. Karim, mon PC bureau démarre direct et l'écran ne s'allume pas. Mon PC de bureau démarre direct et l'écran ne s'allume pas. Alors, il faut que vous puissiez... C'est difficile de vous dire, savoir est-ce que vous avez changé quelque chose, est-ce que vous avez rien changé, qu'est-ce qui fonctionnait avant, qu'est-ce qui fonctionnait pas, quel Windows vous avez... c'est à la suite de quoi que c'est arrivé. En tout cas, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est de vous assurer que votre câble est bien branché. Ça, c'est la première chose. Votre câble électrique. Vous pouvez aussi vous assurer que votre câble qui relie votre ordinateur à votre écran est bien branché lui aussi. Et vous pouvez également vérifier la source, c'est-à-dire lorsque vous avez un écran, parfois vous avez la possibilité d'avoir plusieurs sources. Il y a certains écrans qui font du HDMI, du VGA, du DVI. Bref, vous avez plusieurs sources dans l'écran et par l'intermédiaire du menu, vous pouvez vous assurer de savoir si vous êtes sur la bonne source par rapport à votre PC. Donc ça, c'est en fonction de la connectique que vous utilisez. Alors, faites attention parce que j'ai déjà vu ça chez plusieurs de mes clients. Ils avaient plusieurs câbles qui reliaient leur PC à leur écran. Il ne faut avoir qu'un seul câble entre votre écran et votre PC qui les relie. Donc soit de l'HDMI, soit du DVI, soit du VGA, soit du DisplayPort, soit voilà. Il faut un seul câble de brancher, pas deux câbles. Faites attention. Et puis ensuite, assurez-vous d'avoir la source. Est-ce que vous avez des lumières qui s'allument sur votre écran? Est-ce que quand vous allumez ou vous éteignez votre écran, vous voyez quelque chose à l'écran? Donc ça, c'est les différentes choses que vous pouvez d'ores et déjà essayer. Et ce que vous pouvez aussi essayer si vous avez la possibilité, c'est de brancher votre tour sur un autre écran, donc que ce soit votre télé, que ce soit voilà, un autre écran si vous avez ça à disposition, pour essayer de tester, voir est-ce que le problème viendrait plutôt du PC, est-ce que le problème viendrait plutôt de l'écran. Donc vous pouvez déjà tester toutes ces pistes et ensuite éventuellement revenir vers nous pour voir et nous dire ce que vous avez essayé. Bonsoir Ali, bienvenue parmi nous, merci infiniment, avec plaisir, si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Bonjour Alain, Rémi, Rémi. Bonjour Rémi, comment ajouter un dossier dans PC? Alors, je ne sais pas ce que vous indiquez PC, que voulez-vous dire par PC?
je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Rémi. Est-ce que vous parlez directement au sein de ce PC? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Ou est-ce que c'est ou directement dans votre dossier utilisateur? Est-ce que vous voulez savoir comment est-ce qu'on rajoute un dossier ici? Sachez que pour rajouter un dossier, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sauf dans ce PC évidemment, quand vous voulez rajouter un dossier, vous avez la possibilité de faire un clic droit, de choisir nouveau et de choisir ici dossier. Et en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, il rajoutera ce nouveau dossier là où vous êtes. Donc là j'étais sur le bureau, il me crée un nouveau dossier. Je clique sur OK, je le nomme et je clique sur entrée. Je trouve que mon PC est très lent, ça ne va pas du tout. Sinon, vous avez aussi la possibilité, eh bien, lorsque vous êtes sur le disque local, de faire un clic droit, de choisir nouveau, de rajouter dossier ici. Il va aussi vous rajouter un dossier. Donc c'est vraiment en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez faire un clic droit, choisir nouveau, choisir dossier. Et comme ceci, il va vous créer un nouveau dossier. Alors Rémi, si vous avez, si votre question concernait autre chose, n'hésitez pas à le préciser, parce que quand vous dites à quel endroit vous vous trouvez, ajouter un dossier dans PC. Voilà, est-ce que c'est le PC en général ou est-ce que c'est dans un endroit particulier du PC? Là, sinon vous savez désormais comment on fait pour ajouter un dossier. Voilà. Bio Didi, bonsoir et bienvenue. Merci d'avance, avec plaisir. Merci d'être là. Mario, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, Fanfan. Bonsoir Cédric, je suis toujours avec la même demande. Comment, en tant qu'administrateur et utilisateur de mon PC, on me demande un mot de passe sécurisé pour Microsoft Windows? Fanfan, j'ai déjà essayé de répondre à votre question la fois précédente. Malheureusement, je ne vois pas plus comment vous aider. Le mieux, je pense, en ce qui vous concerne, ce serait de faire appel à l'aide individuelle personnalisée que vous trouverez dans la rubrique d'aide, dans dépannage informatique, et à partir de là, eh bien, vous pourrez avoir une aide personnalisée parce que je ne vois pas très bien, je ne vois pas mieux, malheureusement, de ce que vous m'indiquez par rapport à la fois précédente. La même demande, comment, en tant qu'administrateur et utilisateur de mon PC, on me demande un mot de passe sécurisé pour Microsoft Windows. Je ne suis pas sûr non plus de bien comprendre votre question, Fanfan. Sachez que lorsque vous avez beau être utilisateur ou administrateur de votre ordinateur, lorsque vous ouvrez une session, on vous demande votre mot de passe. C'est mon cas. Si là, je vais pas pouvoir le faire, je vais pas pouvoir vous montrer, mais si je verrouille ma session, pardon, lorsque je souhaite sortir de ma session, eh bien, il faut que je mette mon mot de passe. Ça, c'est si vous avez un compte Microsoft, par exemple. Et c'est aussi valable, je pense, si vous aviez mis un mot de passe lorsque vous avez installé votre ordinateur, en tout cas la version de Windows. Malheureusement, Fanfan, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus comme ça sans voir votre ordinateur. Donc comme je vous dis, le mieux c'est de faire appel à l'aide individuelle qui, elle, vous permettra d'avoir des réponses à votre question et que Jérémy ou Guillaume puissent prendre la main de votre ordinateur pour pouvoir tenter de solutionner le problème. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais... en tout cas, voilà. Alors, est-ce que... alors, ça sert à rien de poser plusieurs fois votre question si vous voyez que j'y ai pas répondu ou que j'y ai répondu. Normalement, donc les questions, je les prends dans l'ordre. Si vous voyez que j'ai pas répondu à votre question, vous pouvez la reposer. Mais si j'ai répondu à votre question, merci de ne pas la reposer. Parce qu'après, je me demande toujours si je suis remonté ou ce qui s'est passé. Merci d'avance. Alors, mchegevara69, comment faire pour effacer tous les messages du mail et ne plus recevoir les messages de promotion? Alors là, malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution miracle. On reçoit beaucoup de messages. Et l'ensemble de ces messages que l'on reçoit font partie de 3 types. Les messages que l'on reçoit où on s'est inscrit pour les recevoir et on a oublié.
Auquel cas, normalement, lorsque vous êtes dans un mail, vous devriez toujours avoir la possibilité de vous désinscrire. Ça, c'est ce qui fait, c'est ce qu'on voit. On voit si la qualité de l'endroit où on s'est inscrit est bien. C'est que, eh bien, quand vous vous inscrivez, par exemple, sur le site formationinformatique-avec-cédric.fr pour avoir un suivi, ici, vous êtes sur l'accueil du site, vous pouvez vous inscrire pour qu'on reste en contact et tous les vendredis, je vous envoie un mail. Vous cliquez ici sur « Je m'inscris », vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cochez la case, vous choisissez « Je m'inscris » et là, vous allez recevoir des mails de ma part. Et si vous recevez des mails de ma part, dans chaque mail que vous allez recevoir, il y aura un lien pour vous désinscrire si vous n'avez plus envie de les recevoir. Donc ça, c'est ce qui devrait aujourd'hui être la norme. Maintenant, vous avez plusieurs types donc, de messages comme je vous l'indiquais. Vous avez les messages sur lesquels vous vous êtes inscrit et vous avez oublié, et normalement dans ces messages-là, eh bien vous aurez la possibilité de vous désinscrire. On va essayer de regarder un petit peu comment ça se passe dans cet onglet promotion. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que grâce à Gmail, vous avez la possibilité d'activer les différents onglets qui se trouvent ici, et à partir de là, eh bien les messages promotionnels, normalement, iront directement dans l'onglet promotion, ce qui aura pour but de ne pas polluer votre messagerie principale. Mais quoi qu'il en soit, normalement, donc comme je vous disais, vous avez trois types de messages. Ici, j'ai la possibilité, vous voyez ici en haut, de se désabonner. Donc ça, c'est Google qui propose ça. Vous avez normalement aussi, à la fin du mail, la possibilité de vous désinscrire. Alors là, je ne sais pas si on va pouvoir le trouver. Me désinscrire, voilà, vous voyez, c'est écrit en gros ici. Donc là, normalement, si je clique ici, j'ai la possibilité de me désinscrire. Donc dans les mails, vous avez cette première possibilité. Ça, c'est les mails, on va dire, qui sont légitimes. Dans les mails qui sont illégitimes, lorsque vous ne voyez pas de lien pour vous désinscrire, vous n'avez pas 36 solutions. Dans ce cas-là, il faut cliquer sur le lien et choisir ici « Signaler comme spam » pour que eh bien, ce mail soit signalé comme spam et qu'il n'arrive même plus dans votre boîte de promotion. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'essayer de vous désinscrire parce que le problème du spam, c'est que comme parfois ça arrive très rarement, mais ça arrive de temps en temps, il faut quand même de temps en temps cliquer sur votre dossier spam pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé dans le spam alors qu'il n'avait pas à y être. Par exemple, ici, David J, là, qui est arrivé dans les spams, eh bien, voilà, je vais le signaler comme non spam puisque c'est moi qui m'étais inscrit. Pareil ici, Olivier Navette, signalé comme non spam. Bon, si j'ai envie de me désinscrire à la main, je me désinscris à la main, mais là, voilà. Bon, Google considère que je reçois beaucoup de mails de ces personnes-là, que je les lis pas, et du coup, il considère que c'est du spam. D'autres personnes ont dû considérer que c'était du spam, et auquel cas, eh bien, Google, enfin Gmail en tout cas, a fait, avec son filtre anti-spam, les classe directement dans le spam. Donc, regardez de temps en temps dans le dossier spam si vous n'avez pas reçu des messages importants, et puis pour les messages qui ne sont pas importants, dans un premier temps, essayez de vous désabonner et dans un second temps, mettez-les dans les spams si vous voyez qu'il n'y a rien pour se désabonner. La première chose étant de se désabonner. Donc ça, c'est pour les mails entre guillemets qui vous permettent de vous désabonner. Ceux que vous ne pouvez pas vous désabonner, eh bien vous pouvez cliquer sur spam parce que il n'y a pas le choix. Et puis la dernière catégorie, à quoi je pensais. Je crois que ça m'est passé, mais voilà. Malheureusement, il n'y a pas... Gmail fait normalement un travail très important sur le nettoyage, mais effectivement, au bout d'un moment, son adresse, on a tendance à se la faire polluer. Ça, c'est aussi grâce aux personnes qui font des chaînes de mails et qui vous intègrent dedans sans mettre leur mail en CCI, Carbon Copy Invisible. Lorsque vous envoyez un mail et si vous voulez envoyer un message à plusieurs personnes, lorsque vous créez un nouveau message, pensez à activer le champ CCI qui se trouve ici et à mettre le nom des gens à qui vous voulez l'envoyer dans le champ CCI pour que les personnes ne se voient pas entre elles. Parce que si vous choisissez A ici et que vous mettez toute votre liste à chaque fois que vous envoyez des messages parce que vous envoyez des messages que vous trouvez drôles, eh bien toutes ces liens là, toutes ces adresses email là, elles rentrent gentiment dans des choses, dans des listes, et ensuite, eh bien, ces listes, après, on vous renvoie des mails avec toutes ces listes-là. Donc, voilà. Si vous envoyez des choses à plein de gens, n'oubliez pas d'activer le champ CCI pour ne pas, eh bien, que nos adresses email se retrouvent dans des listes un petit peu olé, et qui, voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est suivre les conseils que je vous donne dans la rubrique formation, toujours, dans J'envoie des mails comme un pro. Il y a beaucoup de conseils sur l'email évidemment, et là vous trouverez donc les différents mails que je vous ai envoyés. Donc être indépendant, ne pas se faire envahir par la publicité. Je vous laisserai lire tout ça. Je vais vous faire un copier-coller pour que ce soit facile pour vous dans le chat, et voilà, comme ça vous permettra
eh bien de suivre les conseils pour éviter de vous faire polluer, parce que eh bien, au bout d'un moment, l'adresse email qu'on a donnée à droite à gauche, qu'on a donnée dans le magasin qui nous l'a demandé en nous disant mais non, on vous enverra rien, etc., eh bien vous vous retrouvez avec une adresse polluée. Donc c'est très important d'avoir une adresse poubelle, surtout qu'avec Gmail, les adresses sont gratuites, surtout qu'avec Gmail, on peut consulter plusieurs comptes ici. Donc voilà, vous n'avez pas d'excuse pour avoir une adresse poubelle et une adresse à qui vous ne donnez qu'aux amis, qu'aux gens de confiance, pour être sûr de ne pas vous faire envahir. Voilà, Che Guevara, j'espère que j'ai un peu répondu à votre question, mais c'est vrai que l'email c'est un vrai problème, hein. Il y a des gens peu scrupuleux qui vont vous envoyer des mails de tout et n'importe quoi, et c'est vraiment très très pénible. Amadou, j'aimerais savoir comment changer la table de partition d'un disque dur de GPT en MBR. Vous avez la possibilité d'utiliser le système qui s'appelle DiskPart, qui est directement intégré au shell de Windows. Donc vous faites un clic droit sur le menu démarrer, vous choisissez PowerShell en mode admin. Une fois que vous avez ça, vous allez choisir CMD et appuyer sur la touche entrée. Ensuite, vous allez taper DiskPart pour accéder à DiskPart, mais je ne vais pas le faire ici parce qu'il va accéder à mes disques durs et je n'ai pas envie qu'il accède à mes disques durs pendant qu'on fait le direct, ça risque de poser problème. Par cet intermédiaire, vous allez pouvoir le faire. Vous pouvez également le faire en faisant un clic droit, je pense, et en choisissant gestion du disque. Là, je ne vais pas le faire non plus, sinon il va accéder à mes disques. Là, vous verrez vos partitions et normalement, vous devriez pouvoir passer de l'une à l'autre. Faites attention, lorsque vous allez effectuer ces manipulations, vous allez perdre l'intégralité des données qui se trouvent sur vos disques durs. Donc ne pensez pas passer d'un système de partition de l'un à l'autre sans avoir prévu un formatage, sans avoir fait des sauvegardes, parce que vous allez tout perdre en réalisant ces manipulations. Voilà, et dans DiskPart, vous trouverez des tutoriaux sur internet comment utiliser DiskPart, parce que je n'en ai pas fait personnellement. Et comment utiliser DiskPart, DiskPart, voilà. DiskPart, est-ce que ça c'est pertinent? Formater un disque dur, exécuter. Alors, de quoi il parle là? Donc lui, il le fait avec un logiciel. On va essayer de trouver autre chose. Alors, Malacal DiskPart. Ça va être plus sérieux, Malacal, je pense. Voilà. Là, vous pourrez trouver, je pense, toutes les informations pertinentes par rapport à DiskPart. Je ne vais pas pouvoir rentrer en détail, mais je pense que là, sur Malacal, il a décrit en détail les différentes choses qui vous permettront, comme ceci, de modifier les choses. Mais faites très attention sur des modifications comme ceci de table de partition, vous allez tout perdre. Amina, mon PC trop long, je n'arrive pas à trouver le tuto que vous avez fait pour ça. Alors, ah oui, le tuto, effectivement. Amina, votre PC est très lent, donc il y a plusieurs possibilités. Que faire quand son PC est lent? Alors, tout dépend pourquoi il est lent. Ça peut venir de plusieurs choses. La première, vous avez pu vous faire infecter par des logiciels malveillants et auquel cas, votre PC est lent. Dans ce cas-là, vous pouvez vous rendre sur le site formation informatique avec SAIC.fr. Dans la rubrique formation, avec Benoît, Benoît mon ancien associé et ami, nous avions fait un guide de nettoyage. Je nettoie à fond mon ordinateur. Vous cliquez ici et à partir de là, vous allez être redirigé vers cette page. Donc ça, c'est un guide curatif. Si vous voyez que vous avez été infecté, si vous avez en bas à droite des logiciels qui vous disent que vous avez des milliers d'erreurs, que votre ordinateur est très long, que quand vous voulez aller sur votre page d'accueil ou la modifier, il remet une autre page d'accueil, vous avez des barres d'outils, vous avez ce genre de choses. Dans ce cas-là, il y a de fortes chances que votre PC soit infecté par des logiciels malveillants et vous pourrez donc utiliser ce guide, je nettoie à fond mon PC, afin de le rendre rapide.
Donc toute la procédure est décrite ici. Il y a un guide qui fait 50 pages que vous pouvez télécharger en cliquant ici. Cliquez ici pour récupérer le guide. Il y a un pack de logiciels qui fonctionne avec le guide que j'ai mis à jour aujourd'hui à 9 h. Et vous avez aussi, pour vous aider, 4 vidéos ci-dessous qui vous permettent bien, de suivre les manipulations du guide en vidéo, si vous préférez. Et vous avez également ici un guide qui vous permet de savoir pourquoi vous avez été éventuellement infecté, comment est-ce qu'on récupère des logiciels malveillants, comment est-ce que... Voilà. Donc ça, c'est éventuellement une première solution. Je dis pas que c'est la plus simple parce que voilà, ça vient peut-être pas de là, mais vous avez... Ah, j'aurais pu vous mettre l'adresse directement dans le chat. Donc je dis pas que c'est forcément ça. Après, la deuxième possibilité, si votre PC est lent, ça serait bien de le tester. Donc pour tester votre, disque dur, savoir s'il est en bonne condition, vous pouvez vous rendre dans Formation. Ensuite, vous allez avoir dans ma véritable trousse à outils, vous allez trouver une vidéo qui vous explique comment tester mon disque dur, qui doit se trouver dans les opérations de maintenance. Ça doit être... non, les chapitres 4, les vidéos pour tester votre ordinateur, et ça s'appelle « Tester la fiabilité de vos disques durs ». Donc là, vous testez votre disque dur, savoir s'il n'y a pas des clusters défectueux, si c'est un ordinateur portable et que vous l'avez trimballé à droite à gauche et que vous l'avez trimballé pendant qu'il était en train de tourner, peut-être qu'il y a des clusters défectueux et peut-être que finalement l'ordinateur, enfin le disque dur est un peu défectueux et auquel cas il tourne plus doucement. Enfin, il tourne pas très bien, et puis voilà, ça peut avoir des incidences plus graves, comme la perte de données et ce genre de choses. Donc ça, c'est la deuxième solution. Et enfin, la dernière solution, si vous voulez avoir un PC rapide, un ordinateur portable rapide, rien ne vaut un SSD. Donc un SSD, c'est un disque dur, enfin c'est pas un disque dur, un SSD, mais c'est un système de stockage qui vous permet d'avoir des vitesses très très importantes. Donc il faut vous assurer que votre ordinateur est capable d'accepter cette technologie, les SSD. Si votre ordinateur n'est pas trop ancien, normalement il devrait pouvoir l'accepter. Et auquel cas, vous trouverez, j'ai mis dans la rubrique formation aussi les vidéos outils. J'ai changé le disque dur d'un ami par un SSD. Croyez-moi, il était ravi. Et effectivement, là, la rapidité est présente. Donc je vous mettrai également la vidéo qui vous indique comment faire pour changer un SSD. C'est à quel endroit? Ça doit être par là. Changez votre disque dur de portable par un SSD, mais ça marche aussi si vous avez un ordinateur fixe, évidemment. Et là, une fois que vous avez un SSD, la vie a changé, en tout cas pour la vitesse de l'ordinateur, surtout si vous n'êtes pas infecté. Voilà, j'en profite pour vous dire que si vous voulez un PC toujours au top, dans la rubrique d'aide, vous trouverez ce que j'ai appelé l'option récap. Non, pas du tout l'option récap, n'importe quoi. L'option calendrier d'entretien en or pour avoir un PC toujours au top. Ce qui vous permet, dès la souscription de cette option, le lendemain, vous allez recevoir un entretien initial qui est composé de 13 étapes pour avoir d'ores et déjà votre PC au top. Et ensuite, tous les mois, je vous envoie un mail qui vous explique comment faire pour soit faire les mises à jour de Windows, soit faire vos mises à jour de navigateur, bref, toutes les opérations que vous avez besoin de faire pour que votre PC reste toujours au top. Je vous mets aussi le lien dans la description, comme ça vous serez parés. Vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, Jean-Marc, je reviens pour le problème d'installation de l'appli Le Républicain Lorrain sur un PC neuf, car à chaque fois, il me dit que c'est déjà installé. Or, je l'ai désinstallé de son téléphone portable et ça me dit qu'il est installé sur le tel. Alors, on va regarder pour cette... merci Jean-Marc d'avoir mis le nom, comme ça on va pouvoir regarder. Le Républicain Lorrain. Application... Voilà, on va directement aller au bon endroit, espérons-le. Alors, on va accepter les cookies. Alors, téléchargez ou mettez à jour votre application sur smartphone et tablette. Alors, l'application mobile du Républicain est compatible avec les systèmes Android, iOS et Windows. Vous permet, grâce à un affichage optimisé et une navigation simplifiée, de suivre l'actualité. Alors...
désolé. Alors, donc l'application, où est-elle cette application? Bon, effectivement, apparemment, elle est valable pour Windows. Alors, l'information adaptée pour les smartphones et les tablettes, en mode multimédia, Facebook, Twitter, Microsoft. Est-ce que c'est là qu'on va pouvoir récupérer quelque chose? Alors, télécharger. Donc, je pense que cette application doit directement être disponible dans le store de Microsoft. Voir la configuration requise, puisque apparemment, donc le Républicain Lorrain, je vais juste regarder sur mon Windows Store, voir s'il n'y a pas des choses un peu particulières qu'on voit ici. Non. Rechercher, donc le Républicain Lorrain. Et là, il trouve rien. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il trouve rien? Et si je clique sur télécharger ici, on va regarder. Alors, il faut que je me connecte à mon compte. Est-ce que je vais me connecter à mon compte? Je suis pas sûr. Bon, je suppose que vous avez déjà fait tout ça, Jean-Marc. Alors, ce que vous pouvez essayer de faire... On va arrêter de faire de la publicité pour le Républicain Lorrain. Ce que vous pouvez essayer de faire, Jean-Marc, c'est de faire un clic droit sur votre barre des tâches en dehors de toute icône, de choisir ensuite gestionnaire des tâches, et à partir de là, vous allez regarder ici dans les processus peut-être. Est-ce que c'est là que ce serait le mieux? Vous allez regarder... c'est quoi ça? Ouais, c'est le mieux. Dans les processus, et vous allez regarder si vous voyez l'application du Lorrain en question, du Républicain Lorrain. Donc si vous voyez quelque part ici l'application du Républicain Lorrain, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la sélectionner ici, et vous allez choisir, une fois que vous l'avez sélectionné, vous allez choisir fin de tâche. Il va vous demander si vous voulez vraiment mettre... fin à cette tâche, vous allez dire oui, ça va fermer la tâche. Et ensuite, eh bien, essayez de le relancer pour voir eh bien, si ça va avoir solutionné votre problème. Parce qu'effectivement, apparemment, il y a une application pour Windows. J'espère que vous avez pris la bonne version. Oui, je pense que sinon, il ne vous aurait pas dit ça. Voilà. Vous pouvez déjà essayer de faire ça, Jean-Marc, pour voir si ça va faire avancer le problème. Parce que là, je ne comprends pas pourquoi. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est essayer de les contacter. Hein. Le plus simple, ce serait même de faire ça. Ils doivent avoir un endroit où vous pouvez les contacter pour leur demander du support. Parce que c'est leur application. Après tout, ils doivent mieux connaître ça que moi. Aujourd'hui, c'est bien bruyant, se demande à Cédric. Voilà Jean-Marc, j'ai pas d'autres pistes pour l'instant à vous donner. Essayez de faire ça, de trouver dans votre liste des applications votre Républicain Lorrain, essayez de faire une fin de tâche pour voir si ça va pouvoir solutionner votre problème en le relançant par la suite. Alors, Eve, bonsoir. Bonsoir Cédric et à tous. Peut-on supprimer les anciennes mises à jour de Windows? Si oui, comment faire? C'est une bonne question, Eve. Je ne pense pas qu'il faille supprimer les anciennes mises à jour de Windows pour la bonne et simple raison qu'elles se sont installées et que une fois qu'elles se sont installées, je pense qu'il ne faudrait pas les supprimer. Donc je ne saurais pas bien répondre à votre question, Eve, par rapport à ça. Moi, j'aurais tendance à les laisser puisque les mises à jour sont là pour justement corriger des failles de sécurité. Donc, si elles sont là, il faut les laisser, surtout qu'elles pourraient manquer par la suite si toutefois vous les supprimez. C'est en tout cas ce que je ferai, en tout cas ce que je ne ferai pas. Alors, voyons voir si je peux récupérer la suite des questions. Je vais faire quelques manipulations pour ne pas perdre les premières questions. Désolé.
Alors, voyons voir si dans le chat il y a des nouvelles choses. Si je fais ça, ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air d'être à peu près bon. Je sais pas comment est-ce que ça va se comporter. On va essayer de voir. Alors, où est-ce que je m'étais arrêté? Alors, oula. Alors, bah, je sais pas où on s'était arrêté, mais on va reprendre ici, puisque après la coupure, il y a eu un petit souci. Alors, Luigi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric. Comment débloquer sa carte SIM code PUC, service non autorisé, non autorisé en procuration? Alors, service non autorisé en procuration, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, Luigi. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans la rubrique formation. Dans la formation Ma véritable trousse à outils, ici, j'ai fait une vidéo l'autre jour parce que je suis tombé dessus. Ma maman avait bloqué son téléphone en changeant d'opérateur, elle avait oublié qu'elle avait changé de code PUC. De code SIM, et du coup elle a bloqué son téléphone. Donc j'ai fait une vidéo ici qui vous explique comment faire. Il faut que vous ayez le code PUC pour pouvoir donc débloquer votre carte SIM si vous avez fait 3 essais et que vous avez bloqué celle-ci. Et si vous avez fait ça, eh bien le code PUC vous pourrez l'avoir par plusieurs moyens. Je dirais 3 moyens qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est si vous retrouvez la carte qui vous a été envoyée en même temps que votre carte SIM, vous devriez trouver le code PUC qui se trouve dessus. Première possibilité. Deuxième possibilité, si vous avez la possibilité de vous connecter à votre espace membre depuis le site qui vous fournit l'accès téléphonique, que ce soit Free, que ce soit Orange, etc. Vous pourrez récupérer votre code PUC à partir de là. D'ailleurs, c'est ce que je montre dans la vidéo, me semble-t-il. Et enfin, la dernière possibilité que je vois, si les deux premières ne sont pas accessibles pour vous, c'est d'appeler l'opérateur et de lui demander qu'il vous fournisse ce code PUC. J'imagine qu'il vous posera des questions et il vous demandera certaines informations. Mais c'est les 3 solutions qui me viennent en tête pour récupérer votre code PUC et ainsi débloquer votre carte SIM si celle-ci a été bloquée. Après, je ne sais pas ce que vous voulez indiquer par service non autorisé en procuration. Je ne sais pas si c'est pour vous ou pour quelqu'un d'autre, mais voilà, si c'est pour quelqu'un d'autre, il faudra vous assurer que la personne, que vous avez bien les bonnes informations de la personne. Voilà Luigi, et sinon vous pouvez regarder éventuellement la vidéo qui vous explique comment j'ai fait pour débloquer celle de ma maman. Bonsoir requin et bienvenue parmi nous. Marcel. Bien suivi, merci Cédric. Eh bien, avec plaisir. Alors, requin, j'ai mal arrêté le PC et il me demande de réparer le système. Mais cela ne marche pas toujours. Comment faire? Comment faire? Eh bien, il faut arrêter de mal arrêter le PC, première chose. Et puis ensuite, eh bien... je ne saurais pas vous dire, il y a différentes méthodologies, ça dépend de votre version de Windows. En général, Windows 10 a tendance à plutôt bien redémarrer quand il a été mal arrêté. Maintenant, pour les personnes qui regardent ce Demande à Cédric et celles qui regarderont la suite, sachez que les 2 périodes critiques pour arrêter un PC, c'est quand il démarre et quand il s'arrête. Parce que, eh bien, c'est le moment où les choses se chargent et où, quand on l'arrête, le moment où les choses s'enregistrent. Donc, si vous éteignez votre PC à un mauvais moment, donc si vous coupez la prise de courant en pensant que votre ordinateur est éteint, ben voilà, ça peut causer des problèmes et il peut ne plus redémarrer. Donc, vous avez la possibilité de temps en temps de pouvoir le réparer avec soit l'ISO, soit avec la clé USB avec laquelle vous avez installé votre Windows. Vous avez des fois la possibilité de le réparer, il vous le propose. Ça marche pas à tous les coups. Pareil avec le CD d'installation, hein, en fonction de votre version de Windows. Avec Windows 7, vous avez aussi la possibilité de le réparer. Mais des fois, on n'a pas la possibilité de le réparer et les fichiers sont trop endommagés pour qu'on puisse le réparer. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux faire du préventif, c'est-à-dire réaliser des sauvegardes, des choses qui sont importantes si vous deviez réinstaller votre Windows. Et la deuxième chose, c'est j'ai pas encore fait la vidéo, mais elle va bientôt arriver, dans la formation du pilier numéro 3 sur les sauvegardes, qui se trouve ici. Pardon. Vous allez trouver dans le chapitre 5, les sauvegardes experts, on va bientôt y arriver.
et peut-être que si vous regardez la retransmission, on y sera déjà arrivé, vous allez pouvoir voir ici avec le logiciel TrueImage comment donc sauvegarder votre système. Par exemple, moi avec ce logiciel, je le sauvegarde tous les soirs à 20 h. Donc tous les soirs à 20 h, il sauvegarde l'intégralité de mon système. Et si eh bien, mon ordinateur devait planter, je pourrais réinjecter mon image de la veille à 20 h. Donc s'il plante ce soir à 19 h, bah, j'ai perdu tout ce que j'ai fait depuis hier 20 h. Et s'il plante demain matin à 8 h quand je l'allume, eh bien je n'ai rien perdu puisque j'ai fait ma sauvegarde à 20 h. Enfin j'ai perdu ce que j'ai fait de 20 h à minuit par exemple. Mais voilà, donc ça évite de tout perdre. Et de pouvoir surtout, l'avantage de ce logiciel, c'est que vous allez donc quand il va faire une sauvegarde de votre système, il va sauvegarder votre Windows tel qu'il était, il va sauvegarder tous vos logiciels installés tels qu'ils étaient, il va sauvegarder tout ce qui est inclus dans cette sauvegarde que je pourrais vous montrer quand on en sera là, c'est-à-dire à mon avis dans 2-3 vidéos, dans 2-3 semaines, ça devrait être disponible. Donc ça c'est vraiment un super logiciel TrueImage qui va vous permettre bien de sécuriser votre ordinateur et le type de problème que vous pourriez avoir. Donc malheureusement requin, il n'y a pas vraiment de miracle, hein. Soit vous pouvez essayer de le réparer avec les outils qui sont fournis avec les clés de démarrage ou le CD de démarrage en fonction de votre version de Windows, et puis voilà, de prier pour que ça fonctionne, parce que ça ne fonctionne pas toujours quand ça s'est vraiment arrêté au très mauvais moment. Parfois il faut réinstaller complètement Windows. Donc soyez toutes et tous vigilants lorsque vous allez éteindre votre ordinateur. Assurez-vous bien que son arrêt complet a été fait, parce que des fois l'écran s'éteint quand vous arrêtez votre ordinateur et qu'il fait des mises à jour. Des fois votre écran s'éteint, vous pensez que votre ordinateur est éteint, vous coupez la multiprise, et là c'est le pire moment, hein. S'il était en train de faire des mises à jour et que vous coupez, c'est vraiment pas terrible. Donc pensez bien à regarder que votre ordinateur est complètement éteint avant éventuellement d'éteindre une éventuelle multiprise ou un interrupteur ou je ne sais quoi. Voilà. Alors, Sacha, bonjour Cédric et à tous, je n'ai pas de questions, mais je n'avais pas pu être avec vous le mercredi 9 janvier, mais aujourd'hui, je suis avec vous. Et c'est quoi modérateur? Modérateur, c'est un statut particulier qui vous permet d'interagir avec les autres utilisateurs, comme par exemple la possibilité, lorsque vous cliquez sur un utilisateur, de pouvoir le bloquer temporairement, le masquer l'utilisateur sur cette chaîne, et différentes choses, de supprimer le message, de signaler la personne, bref, d'interagir avec les personnes du chat. Un modérateur, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que tout se passe bien, qu'il n'y a pas des gens qui écrivent n'importe quoi. Et l'avantage aussi d'être modérateur, c'est que vous pouvez copier-coller des adresses dans le chat. Je vous invite donc à utiliser toutes ces fonctions avec modération. Voilà Sacha. Nian, bonsoir, bienvenue. Henri, bonsoir Cédric et à tous. Graver un DVD de données pour lire sur ordinateur, ok, mais comment faire pour graver un DVD de salon sur TV? Un DVD de salon sur TV ou un logiciel pour... Comment faire pour graver un DVD de salon sur la télé? Alors, je comprends pas bien votre question, Henri, parce que là, si vous avez déjà un DVD de salon, le mettre sur votre télé, j'imagine que sur votre télé, vous avez un DVD... bon, enfin, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais sachez que le logiciel DVD Shrink permet... Donc, faites attention de ne pas le télécharger n'importe où. Si on pouvait le télécharger sur comment ça marche, ce serait bien. Voilà. Le logiciel DVD Shrink va vous permettre de transformer des DVD pour pouvoir les lire après sur différents formats. Vous pourrez le télécharger, le regarder et nous dire ce que vous en pensez. Faites attention lorsque vous installez des logiciels gratuits de toujours être vigilant pendant la phase d'installation pour ne pas récupérer des logiciels malveillants,
parce que eh bien, malheureusement, certaines personnes qui développent des logiciels gratuits, comme elles ne sont pas soutenues, soit par des dons, soit par différentes choses, eh bien, font des alliances avec des programmes qui s'installent sur votre ordinateur et qui vont mettre un petit peu la pagaille. Donc soyez toujours vigilants lorsque vous installez un logiciel gratuit, et d'ailleurs tout type de logiciel, qu'il n'essaye pas d'installer d'autres logiciels que ce que vous essayez d'installer. Voilà Henri, je pense qu'avec ce logiciel, vous pourrez sûrement réaliser les manipulations que vous souhaitez. Sauf si vous vouliez parler de vidéos que vous avez et que vous aimeriez mettre sur votre télé. Ça, je ne sais pas si c'est ça à ça que vous faisiez allusion. Vous pourrez peut-être nous le préciser. Bonjour Sofiane, bienvenue parmi nous. J'en profite pour vous préciser que toutes mes formations sont gratuites dans la rubrique formation qui se trouve ici. Eh bien, vous retrouverez énormément de choses pour apprendre l'informatique à votre rythme. Il y a beaucoup de vidéos, je vous conseille toutes les formations qui sont là, mais plus particulièrement le pilier numéro 2 sur la recherche efficace qui vous permet eh bien, d'apprendre à faire des recherches sur Internet. Et une fois que vous allez maîtriser toutes ces techniques, vous n'aurez plus besoin de moi puisque vous serez 100% autonome. Donc toutes mes formations sont gratuites et ce qui permet eh bien, de soutenir que ça continue, que ce soit les formations gratuites, que ce soit les DAC, que ce soit tout ça, ce sont les dons. Donc si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à me faire un don par l'intermédiaire ici de la rubrique dons. Vous pouvez le faire soit par PayPal, soit par chèque si vous êtes en France métropolitaine. Pour les chèques, pour PayPal c'est international. N'hésitez pas et vous pouvez également le faire par l'intermédiaire de la rubrique d'aide si vous souhaitez m'aider en souscrivant une option. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas encore d'option, vous verrez tout ça dans la rubrique d'aide. Les options qui se trouvent ici sont vraiment pratiques. Alors, Eve, bonsoir Cédric et à tous. Peut-on supprimer les anciennes mises à jour de Windows 7? Donc celle-ci on l'a vue. Yakuba, bonsoir et bienvenue. Hustle section. Alors, on peut même pas poser des questions, monsieur n'a jamais la possibilité de répondre. J'ai bien l'impression que depuis que j'ai commencé à 18 h, j'ai répondu à un certain nombre de questions. Donc, j'ai l'impression que les questions, j'y réponds. Il faut donc les poser et il faut les poser avec gentillesse parce que je fais ça gratuitement et que si ça ne vous convient pas, il y a d'autres channels où vous pourrez certainement poser vos questions. Yvette, bonsoir et bienvenue parmi nous. Zilter, bonjour, est-ce que vous connaissez en disque dur? Alors, ça dépend ce que vous voulez dire. Est-ce que vous voulez parler d'un système qui serait passé en RAW et que vous voudriez faire en repasser en normal? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on parle de vitesse? Est-ce qu'on parle de fiabilité? De quelle question parlez-vous? Je ne suis pas un expert des disques durs, tout dépend de la nature de votre question. Alors, Yakuba, comment activer les commandes de réseau de mon PC? Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, Yakuba. Activer les commandes de réseau de mon PC, je ne sais pas ce que vous voulez dire. N'hésitez pas à préciser. Daniel, bonsoir. Bonsoir Daniel. Erreur, lors d'un transfert de disque dur 1 Tera pour 41 Go sur Vista, puis tout s'arrête. Alors, quel est ce type d'erreur? Est-ce que c'est bien celui-là? Alors, tout dépend, donc vous parlez de 41 Go de transfert, donc ça dépend, Repin, bonjour, regarde ce lien. Alors, lors d'un transfert de disque dur d'1 Tera pour 41 Go. Donc, ça peut venir de plusieurs choses à mon avis.
Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc ça peut avoir plusieurs, évidemment, ça peut avoir plusieurs causes. Hein. Si pendant un transfert, s'il y a des soucis, ce que vous pouvez faire, c'est dans un premier temps tester vos disques durs, que ce soit le disque dur externe ou le disque dur interne, parce que si ça se trouve, eh bien, il y a des problèmes de cluster défectueux sur l'un ou l'autre, et lorsque il est en train de faire la copie et qu'il détecte qu'il y a un cluster défectueux, bah, ça pose des problèmes. Donc puis tout s'arrête, bah, ça peut être possible. Donc moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de tester vos disques durs, donc par l'intermédiaire de la vidéo que je vais vous copier-coller dans le chat, ou alors si directement vous pouvez vous rendre sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr. Dans la rubrique formation, vous trouverez ma véritable trousse à outils et vous devriez avoir ça quelque part. Tester la fiabilité des disques durs, je l'avais déjà mis quelque part, mais je vais le remettre. Voilà. Et comme ceci, eh bien, vous pourrez tester la fiabilité de vos disques durs pour voir si c'est bon. Et ensuite, eh bien, vous pouvez également utiliser la commande qui était indiquée là sur comment ça marche, qui est la commande SFC Scan Now. Je pense que vous pouvez la faire directement depuis votre ordinateur. Je vais vous faire un copier-coller aussi de cette vidéo. Je vais CTRL F, SFC, voilà. Pour voir si vous n'avez pas des fichiers système qui seraient endommagés et voir si cette commande va pouvoir les réparer. Maintenant, ça peut venir de vos disques durs, et s'il y a un de vos disques durs qui est endommagé, eh bien ça pourrait expliquer le souci. Donc il faut que vous puissiez voir, que vous puissiez tester vos disques durs. C'est en tout cas ce que je ferai en premier lieu. Alors... Alidi, bonsoir, bonjour tout le monde, merci pour vos questions, moi je suis avec vous pour suivre, eh bien avec plaisir, suivez, n'hésitez pas. Alors j'ai un disque dur qui ne s'allume plus du tout, ben ok, dommage. Parfois, les disques durs, ça tombe en panne. Parfois, le matériel, ça tombe en panne. Donc, soyez toujours à faire des sauvegardes parce que changer du matériel, certes, ça a un coût, mais retrouver ce qu'il y avait dessus, c'est souvent parfois plus difficile. Donc, ce que vous pouvez faire... ce que vous pouvez essayer Zilter, c'est éventuellement de le changer d'emplacement. Je ne sais pas si c'est un disque dur de portable, je ne sais pas si c'est un disque dur d'ordinateur fixe. Si c'est un disque dur d'ordinateur fixe, vous devriez trouver une autre source d'alimentation au sein de celui-ci pour voir si c'est pas votre source d'alimentation qui est défectueuse. On va croiser les doigts pour que ce soit ça, auquel cas ce sera la source d'alimentation, il faudra juste mettre une autre source d'alimentation. Si c'est un ordinateur portable que vous avez et que votre disque dur ne fonctionne plus, dans ce cas-là, il faudra éventuellement essayer ça dans un boîtier externe de type dock. Je vais essayer de trouver Amazon. Voilà. Dock Inatech. D-O-C-K. Inatech. Je vais y arriver. Voilà, moi j'ai ce type d'outil ici qui permet de brancher un disque dur là. Alors attention, il faut que ce soit des disques durs SATA, disque dur ou SSD d'ailleurs, mais il faut que la connectique soit SATA. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble la connectique SATA. Non, apparemment on ne voit pas l'intérieur. Mais voilà, ce type de boîtier vous permettent de... je vais y arriver. Vous permettent de brancher, enfin de mettre vos disques durs nus dessus, et comme on peut le voir ici, donc là c'est un SSD, mais que ce soit SSD en 2 pouces et demi, disque dur en 2 pouces et demi, disque dur en 3 pouces et demi, vous pouvez brancher ça sur ce boîtier, et comme on le voit ici, et essayer de brancher ce boîtier en USB sur un autre ordinateur pour voir si votre ordinateur sera reconnu. Si votre ordinateur ne démarre plus du tout, malheureusement...
Il arrive parfois, comme je disais précédemment, qu'il y ait des pannes, et dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire, à part, sauf si vous avez vraiment des données qui soient irrécupérables, enfin des données qui soient dont vous ayez absolument besoin. Il y a des solutions dans des structures qui coûtent très cher, où éventuellement ils pourront changer toute la partie mécanique, électronique pour la faire redémarrer et pouvoir récupérer vos données. Mais là, on parle de centaines d'euros pour récupérer vos données. Donc vraiment, il faut voir si vraiment vous en avez besoin. Mais sinon, vous pouvez aussi essayer ce que je vous ai indiqué. Donc soit trouver une autre source d'alimentation si vous avez un PC fixe, soit essayer sur un dock externe si toutefois vous voulez essayer. Bonjour Henri et bienvenue parmi nous. Abdoul, salut Cédric, j'aimerais savoir quel est le rôle de la commande attrib. C'est une bonne question, je suis pas sûr de savoir ça de mémoire. Je sais pas, on va regarder. D'accord, bon. La commande Windows attrib de l'anglais attribution permet de modifier les propriétés des programmes. Elle est l'équivalente à certaines options des propriétés sur clic droit du fichier. Et là, qu'est-ce qu'il raconte sur la commande attrib? Ah oui, ça y est, oui, je l'utilisais de temps en temps. Ça vous permet de modifier les propriétés d'un fichier, si vous voulez qu'il soit en lecture seule, si vous voulez qu'il soit caché, si vous voulez que, vous voyez, si vous voulez cacher un fichier, vous mettez attrib, espace, plus H, et puis après le nom du fichier, ça permet de le cacher. Enfin, et voilà, il y a un certain nombre de commandes que je vous ai copiées. Là, vous voyez, vous pouvez voir un exemple. Mais voilà. Vous saurez comme ça utiliser la commande attrib, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça permettait de voir des fichiers cachés, mais maintenant avec Windows, on peut le faire avec quasiment Windows, donc c'est une fonction que je n'utilise plus. Louisette, bonsoir Louisette et bienvenue parmi nous. Dans Windows 10, est-ce qu'on peut changer les propriétés d'affichage avancé pour changer la police de la barre de titre de la fenêtre active, fenêtre inactive, menu déroulant? C'est une bonne question ça, Louisette. C'est une bonne question, j'ai jamais essayé, on va regarder, personnaliser. Alors je sais qu'on pouvait le faire avec Windows 7, mais vous êtes sur Windows 10. Donc je ne suis pas 100% sûr qu'on puisse modifier ça. Est-ce qu'on peut? Est-ce que ça se trouve là? Arrière-plan, qu'est-ce qu'on a? Couleur. Alors, couleur, effet de transparence, donc c'est pas là. Écran de verrouillage, c'est pas là. Thème. Son, arrière-plan, couleur. Couleur, curseur de la souris, paramètres des icônes de bureau. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Police, ah voilà, qu'est-ce qu'on a dans police? Ah, bah voilà. Alors, police disponible. Bon, ça c'est les polices, mais je suis pas sûr qu'on puisse faire grand chose avec ces polices qui sont installées. Non, je suis pas sûr. En fait, ça c'est juste la liste des polices qui sont installées. Accueil. Non. Je ne suis pas sûr. On va quand même essayer de regarder sur Internet. Mais effectivement, si vous faites allusion aux choses qui étaient possibles dans Windows 7, je sais que dans Windows 7, il me semble que... ou c'était Windows XP, je me rappelle plus. Alors, changer les polices. Alors, changer les polices, non, changer... Police... barre des fenêtres... Windows 10.
Modifier la police de caractère par défaut dans Windows 10. Donc ça, déjà, vous devez avoir la possibilité de changer la police par défaut. Oh là, c'est dans une commande de la base de registre, donc je ne vais pas forcément vous le recommander. Honnêtement, je vais pas vous le recommander, je vais même pas faire le copier-coller. Vous pourrez éventuellement rechercher si vous voulez, mais là c'est un peu problématique, il faut aller dans la base de registre. Donc s'il faut aller dans la barre de registre, c'est un peu embêtant. Et là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Si je me trompais pas de police à chaque fois. Alors, dans... menu de démarrer, paramètres, système, puis affichage, mise à l'échelle et disposition, échelle personnalisée. On va essayer ça. Alors, ça va pas être ça, mais on va voir si on a quand même des options de personnalisation. Donc, cliquez sur le menu démarrer, puis paramètres, système, affichage. Système, affichage. Ah, j'y suis. D'accord. Système, affichage. À la rubrique mise à l'échelle et disposition, échelle personnalisée. Alors, mise à l'échelle. Donc ça, ok. Paramètres d'affichage avancé. Qu'est-ce qu'on a ici? Non. Ce n'est pas ça. Ah, j'ai fermé. Quel boulet. Alors, système. Affichage. Donc là, on est là. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'affichage? Bureau à distance, information système, stockage. Notification et action. Non, malheureusement, je ne pense pas qu'on ait la possibilité de faire grand-chose. Je pense que Windows le tolérait avant, mais que... Enfin, on pouvait le faire avant, mais que maintenant, j'ai l'impression qu'on ne peut plus. Désolé Louisette, ou en tout cas, qu'on puisse ou qu'on ne puisse pas, j'ai pas trouvé la solution. Peut-être en cherchant un peu plus, mais je suis pas 100% sûr. Alors, pourquoi sur Windows 10, je n'ai pas tous les mêmes paramètres lorsque je fais des recherches sur les vidéos sur YouTube pour trouver des solutions? Ben, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que les manipulations vous sont montrées sur d'autres systèmes d'exploitation que Windows 10, donc Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP. Ou il y a également la possibilité, lorsque Windows a beaucoup évolué, la version de Windows 10 depuis la toute première version, pardonnez-moi, lorsqu'il est sorti, et la version d'aujourd'hui, eh bien, ils ont modifié un certain nombre de choses. Donc, il y a des choses qui ont bougé dans les menus. Lorsque vous cliquez sur le menu démarrer et que vous cliquez sur paramètres, par exemple, ici, il n'y avait pas forcément tout, ou tout n'était pas forcément rangé au même endroit, ou tout n'avait pas encore été mis au goût de Windows 10. Hein. D'ailleurs, il y a encore des anciens menus qu'on peut retrouver, par exemple, dans les Pardon. Lorsque vous cliquez sur périphérique, que vous allez sur la souris et que vous choisissez par exemple options supplémentaires de la souris, eh bien on se retrouve avec un ancien menu de Windows. Ils n'ont pas encore tout mis au goût du jour de Windows 10. Donc ça, ce sont les anciens menus les anciens paramètres style Windows 7. Donc là, vous avez encore les anciennes choses de Windows 7, et là, c'est les nouvelles choses de Windows 10. Donc ils n'ont pas encore tout fait, mais ils mettent à jour au fur et à mesure. Et donc c'est la raison pour laquelle, à mon avis, lorsque vous voyez des vidéos qui sont sur Windows 10, si vous n'avez pas la même version que la personne qui vous avait montré, ce qui est certainement le cas dans ma formation Windows 10, j'ai un certain nombre de vidéos qui sont disponibles, je sais plus où elle est, j'apprends à utiliser Windows 10, donc il y a un certain nombre de vidéos qui se trouvent ici, et qui à mon avis sont plus forcément au goût du jour, parce qu'ils peuvent avoir changé des fenêtres, ils peuvent avoir changé les façons dont c'était rangé, etc. Donc voilà, c'est ça l'informatique. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir là-dessus, c'est que il vaut mieux que vous compreniez ce que vous faites plutôt que de l'apprendre, parce qu'en apprenant par cœur les choses, eh bien, on n'est pas capable de s'adapter. Alors que si vous comprenez pourquoi vous faites les choses, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de s'adapter si quelque chose change. Vous vous dites, bah tiens, ça c'était là, je le trouve plus, à quel endroit ça pourrait se trouver, et vous réfléchissez. Pardon. Et voilà, donc c'est beaucoup plus important en informatique de comprendre plutôt que d'apprendre, parce que en informatique les choses évoluent très vite
Et une vidéo qui sera valable aujourd'hui, elle sera peut-être plus valable demain. Mais si vous avez compris pourquoi vous faisiez ces manipulations, eh bien ce sera beaucoup plus facile pour vous d'appréhender les changements. Donc pensez, gardez toujours toutes et tous cela en tête. Il vaut mieux comprendre plutôt qu'apprendre. Tania, bonsoir et bienvenue parmi nous. Alors, est-ce que c'est possible de supprimer Windows Defender ? Je ne pense pas que ce soit possible de supprimer Windows Defender. Néanmoins, vous pouvez le désactiver quand vous installez un autre antivirus. Déjà, il va se désactiver automatiquement, je pense. Et sinon, je pense que vous avez aussi la possibilité de le désactiver si vous ne souhaitez pas avoir du tout d'antivirus. Pour ce faire, vous cliquez sur le menu démarrer, vous commencez à taper les premières lettres de Windows Defender. D'ailleurs, il vaut mieux taper Defender que Windows. Defender, voilà. Vous allez arriver dans les paramètres Windows Defender qui se trouvent ici, si vous avez Windows 10 évidemment. Et à partir de là, je pense que vous avez la possibilité de désactiver Windows Defender. Je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas à quel endroit ça se trouve. Protection contre les virus et les menaces. Paramètres de la protection contre les virus et les menaces, et vous avez la possibilité ici de le désactiver. Donc ça se trouve quand vous avez tapé Defender dans le menu démarrer, vous arrivez ici, vous choisissez protection contre les virus et menaces. À partir de là, vous arrivez ici, vous choisissez paramètres de protection contre les virus et les menaces et protection en temps réel. Vous cliquez ici sur désactiver, protection dans le cloud, vous pouvez désactiver ça aussi, vous pouvez désactiver ça. Mais sachez que si vous le faites, si vous désactivez à la main, vous n'aurez plus d'antivirus d'installer sur votre ordinateur. Voilà. Donc faites attention. Pensez à faire des sauvegardes avant d'effectuer ce type de paramétrage. Henri, bonsoir. Comment peut-on récupérer des photos du téléphone lorsque celui-ci ne fonctionne pas? Malheureusement, Henri, ici, nous couvrons majoritairement Windows et le PC et pas les téléphones parce que je ne m'y connais pas assez. Et récupérer des photos dans un téléphone qui ne fonctionne pas, je vois pas bien comment c'est possible. Pour la bonne et simple raison. Soit vous avez une carte supplémentaire dans laquelle vous rangiez vos photos et auquel cas il vous suffit de l'enlever et de la mettre sur un PC. Et sinon, si les photos étaient dans la mémoire du téléphone et que celui-ci ne s'allume plus, je ne vois pas bien comment vous pourriez les récupérer. Mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Voilà Henri, c'est tout ce que je peux vous dire. Scorpion, salut. J'ai voulu faire un truc en maths. J'y arrive, puis je suis allé sur internet, j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis allé sur un site car celui d'aptitude, je ne l'ai pas trouvé, puis ça m'a ramené sur... Alors, pour les personnes qui posent des questions, il faut que vous fassiez attention. En bas, vous avez un compteur de 200 caractères. Une fois que celui-ci est passé, vous voyez, quand vous tapez, ça réduit le nombre de caractères. Enfin non, ça ne le réduit pas, mais ça vous dit. Et lorsque vous êtes à 200, eh bien, tout ce que vous allez mettre derrière, ce ne sera pas inscrit. C'est le cas ici. Donc, faites-le sur plusieurs messages. Parce que sinon, eh bien, je ne peux pas vous aider puisqu'il n'y a pas la suite qui est apparue. Et là, je viens de zapper, je ne sais plus où je suis. Si, je suis là. Louisette, comment changer la police par défaut dans Windows 10 ? On va regarder ça, Louisette. Je ne sais pas. Changer la... Mais non, c'est ce qu'on a regardé tout à l'heure. La police par défaut Windows 10. On avait l'astuce qui se trouvait ici. Je vais vous copier-coller l'article puisque apparemment j'ai l'impression que vous voulez la changer. Sachez que lorsque vous allez faire des modifications de la base de registre, ça peut être très problématique pour votre ordinateur. Voire que celui-ci ne démarre plus, ne fonctionne plus si vous faites des mauvaises manipulations. Donc je vous conseille dans tous les cas d'avoir des sauvegardes et de vous préparer au fait que votre Windows ne fonctionnera plus. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, bien évidemment, mais sachez que je vous déconseille d'utiliser la base de registre si vous n'êtes pas, à l'aise avec le PC. Moi, c'est quelque chose que j'évite de faire, même si Voilà.
Je le fais de temps en temps, mais c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup faire. Donc je vous ai copié-collé le lien et je vous conseille de l'utiliser uniquement si vous pensez que vous avez les compétences pour le faire. Soyez très vigilante avec ça, Louisette. Ce ne sont pas des manipulations anodines comme on a pu les faire tout à l'heure en cliquant ici et en se rendant dans les options de personnalisation. Ça n'est pas du tout, ce ne sont pas du tout des opérations anodines. Je regarde juste s'il n'y a pas une façon plus simple que de passer par la base de registre, mais apparemment ça n'a pas été prévu. Soyez donc vigilante. Louisette. Bonsoir Monique30. Master Game. Bonsoir, bienvenue parmi nous. Alors, Tania, une amie a envoyé à ma boîte Gmail une de ses vidéos qui se trouve sur YouTube. Elle me demande de la partager, mais je ne sais pas comment procéder. Merci Cédric de bien vouloir m'aider. Alors, comment est-ce qu'on fait pour partager un mail que l'on a reçu? C'est une bonne question, ça va me permettre de revenir sur le point que j'indiquais tout à l'heure. Donc, lorsque vous êtes sur Gmail et que vous avez par exemple une pièce jointe, je ne sais pas si je vais avoir des pièces jointes ici, c'est pas grave, on va prendre une au hasard. YouTube, formation 1, vient de mettre une vidéo en ligne, est-ce qu'on va la voir? C'est pas sûr. Bon, admettons qu'il y ait une indication ici comme quoi il y a une vidéo. Donc pour partager à vos amis, vous allez cliquer sur les trois, une fois que vous êtes rentré dans votre mail, vous allez cliquer en haut à droite sur les trois points qui se trouvent ici et vous allez choisir transférer. Si vous faites répondre, la pièce jointe ne sera pas rattachée. Donc, elle sera rattachée si vous faites transférer. Donc, vous choisissez transférer. Et à partir de là, vous allez avoir donc les différentes choses qui se trouvent ici. Donc, ce qui est très important, c'est que là, si vous voulez le transférer à une seule personne, tout va bien. Vous pouvez mettre l'adresse de cette personne ici. En revanche, si vous voulez le transférer à plusieurs personnes, c'est très important de cliquer ici sur le champ CCI pour ajouter ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire un champ CCI, c'est carbone, copie invisible, c'est-à-dire que toutes les personnes que vous allez lister ici sur cette ligne, à la différence de la ligne qui se trouve au-dessus, les personnes ne se verront pas entre elles, donc elles ne seront pas en mesure de récupérer les adresses email des personnes à droite à gauche, donc ce sera bien pour tout le monde. Donc une fois que vous avez cliqué sur CCI, eh bien vous avez la possibilité ici, donc soit vous cliquez sur CCI et auquel cas il va vous apparaître votre liste de contacts, à ce moment-là il vous suffit simplement de choisir les contacts que vous souhaitez ajouter, donc vous les sélectionnez, vous cliquez sur insérer, et là vous voyez les contacts qui se trouvent ici ont été intégrés dans le champ CCI et pas du tout dans le champ A. Donc une fois que vous avez fait ça, ensuite il vous suffit simplement d'envoyer. Vous pouvez éventuellement vérifier la teneur du message que vous allez envoyer pour être sûr qu'il n'y a pas d'informations personnelles qui pourraient transparaître. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez cliquer ici sur envoyer et les trois personnes à qui je l'ai envoyé ne se verront pas et recevront le mail avec la pièce jointe qui était jointe ou la vidéo qui avait été mentionnée. Et si vous voulez supprimer le mail que vous avez créé, vous pouvez cliquer ici sur la corbeille et il sera supprimé le message que vous aviez tenté de transférer. Donc voilà, c'est très important lorsque vous allez créer des chaînes de PowerPoint, lorsque vous allez faire tout ça, n'oubliez pas de mettre toutes les personnes en CCI pour ne pas qu'elles se voient entre elles et que les mails puissent être récupérés par des robots ou je ne sais quoi. Voilà, ça va. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les questions, j'ai vu qu'il y en avait d'autres, mais il arrive un moment où il faut savoir s'arrêter. Et ce moment-là est arrivé. Donc, n'oubliez pas de partager avec vos amis les vidéos que je vous envoie, les DAC. N'hésitez pas à indiquer à vos amis, maintenant que vous savez comment partager, de copier l'adresse du site et de leur dire que vous avez découvert ce site, qu'il y a les demandes à Cédric, qu'il y a toutes les formations gratuites. Donc je suis certain que vos amis seront ravis de découvrir, comme vous l'avez découvert, le site Formation Informatique avec Cédric et puis éventuellement les DAC et puis tout ce qui va avec. Voilà, les prochains DAC. Demain, il n'y aura pas de DAC parce que j'ai une journée très longue, très compliquée. Donc je pense que le prochain DAC sera
sera mercredi. Aujourd'hui, voilà, comme je me crois mardi aujourd'hui, ça va être très compliqué. Donc aujourd'hui, on est lundi. Demain, mardi, pas de DAC. Mercredi, un DAC, donc à 18 h. Normalement, je vous l'indiquerai sur le bandeau jaune qui se trouve sur l'accueil du site, formation informatique avec Cédric.fr. Vous avez la date des prochains DAC qui se trouve ici. Et puis comme ceci, eh bien, ça vous permettra de qu'on se voit mercredi. Je vais y arriver. Voilà, les DAC, j'essaye de vous aider au maximum, mais sachez aussi que si vous avez besoin d'une aide individuelle personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur la rubrique d'aide, de choisir ici dépannage informatique, et comme ceci, eh bien, vous pourrez découvrir le dépannage informatique à distance, ce qui vous permet comme ceci d'avoir une aide individuelle personnalisée. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des choses à installer, si vous vous êtes fait infecter et que vous avez besoin d'aide pour vous faire désinfecter, si vous voulez récupérer vos données, bref, le dépannage informatique à distance est là pour ça et c'est vraiment génial avec Jérémy et Guillaume. Merci encore d'avoir été présent dans ce DAC du 14 janvier 2019, d'où l'importance de bien fermer ses bouteilles quand on les a à côté de son ordinateur. Et eh bien, je vous dis à mercredi. Merci à toutes et tous d'avoir été présents. À bientôt. Au revoir.